Merci d'être venus si nombreux. Je vais vous demander avant de commencer, si un portable n'est pas encore éteint, de vérifier effectivement qu'il ne trouble pas notre conversation avec Ariane Mouchkine, qui est venue ce soir nous parler d'elle et du kabuki, un trésor pour le Théâtre du Soleil. C'est le titre que vous avez choisi, Ariane Mouchkine, pour notre discussion. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Monique Younes, je suis journaliste et curieuse de connaître en premier si le nom du Théâtre du Soleil, que vous avez fondé en mai 64, il y a bientôt 47 ans, j'ai bien compris, a un rapport avec le Japon. Bientôt 50 ans en fait. Hein. 50 ans Bah, bientôt. Bientôt. 14. 64, bien sûr. Demi-siècle quand même. Donc est-ce que ça a un rapport avec le Japon, lieu d'origine du soleil, pays du soleil levant? Au fond, non. Voilà. Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez pas? Le micro ne marche pas. Il a suffi que vous ouvrez la bouche. Voilà. Alors attendez, je vais me rapprocher du micro. Voilà. Et là, est-ce que vous m'entendez, madame? Parce que je suis très près. Non, mais attendez, est-ce que vous m'entendez mal, les gens qui sont loin? Non, mal ou bien? Bien. Bien. Oui. Donc, m'inquiète dès le début. Alors, ce Non, au Théâtre fond, du voilà. Soleil. Même, non, au fond, le soleil, le mot soleil n'était pas en rapport avec le Japon. Même si, quand nous l'avons choisi, je revenais d'un très long voyage. C'était plus simple que ça. C'était vraiment plus simple, plus vaniteux, je dirais, que ça. On cherchait vraiment qu'est-ce qui est le plus beau, voilà. Qu'est-ce qui représente la vie, la chaleur, la vie, la fertilité, etc. Au bout d'un moment, on est arrivé après des noms totalement, des grandes crises de fou rire d'ailleurs, et des nuits à passer à chercher notre nom. Tout d'un coup, voilà, on a dit le Théâtre du Soleil, c'est le soleil, voilà, la fertilité, la lumière, la chaleur, la vie sur Terre, etc. C'est le soleil. C'est appelé le Théâtre du Soleil. Alors, je dois vous avouer Ce qui à que... l'époque, pardon, Oui. ce qui à l'époque était très original, parce qu'au fond, tout le monde s'appelait la compagnie machin, enfin la compagnie Intel, et moi je n'ai pas du tout envie que ça s'appelle la compagnie Intel, donc voilà. La compagnie Ariane Mouchkine. Voilà. Le Théâtre du Soleil, c'est beaucoup mieux, vous Voilà. avez raison. Alors, quand il a fallu choisir des intervenants pour ce qu'on a l'habitude d'appeler les conférences de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, alors votre nom, Ariane Mouchkine, est apparu comme une évidence, d'abord parce que nous tous ici sommes de grands admirateurs et de votre parcours et de vos réalisations, et surtout parce que vous êtes une des rares, sinon la plus importante directrice d'acteurs de théâtre en France, à avoir autant étudié l'art du kabuki, pour mieux vous l'approprier et créer un art bien particulier, un art propre au Théâtre du Soleil, et non pas une pâle copie du kabuki. Mais avant de vous demander quels ont été les principaux écueils, les plus importantes richesses d'un tel travail, j'aimerais que vous nous racontiez comment avez-vous découvert le théâtre japonais en général, le kabuki en particulier. C'était en quelle année? Alors, d'abord, il faut que je rectifie. Moi, je ne pense pas que je peux prétendre avoir étudié le kabuki. Au fond, le kabuki m'a été donné par divers chocs. Avant de partir, il y avait eu le Théâtre des Nations, qui a quand même été une très grande chose pour ma génération. Qui est aujourd'hui le Théâtre de la Ville. C'est un peu ça, Absolument. l'emplacement. Non, mais vous avez raison. C'était ce qu'on appelait le Théâtre Sarah-Bernard, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui, à nouveau, la France est à nouveau ouverte comme ça au grand spectacle étranger. Mais il y a eu un moment où ça avait vraiment totalement disparu. Donc le Théâtre des Nations, ça a été, il faut comprendre que lorsque j'avais 18, 17 ans, etc., on voyait le Berliner Ensemble, on voyait tout d'un coup l'Opéra de Pékin, on voyait du kabuki, on voyait... C'était inouï à l'époque. Donc il y a eu comme ça des chocs avant de partir, mais bien. Ça, c'était la fin des années 50. Oui. Mais quand je pars pour ce voyage, je pars sans... Enfin, je dirais, je pars avec beaucoup d'ignorance. Je pars en me disant, et là je crois que j'ai été d'ailleurs assez... j'ai eu une très bonne intuition, je pars en me disant, fais-le maintenant, ce voyage de tes rêves, tu ne le feras plus jamais. Parce que tu vas travailler, voilà. Donc j'ai profité, je dirais, du fait que mes futurs compagnons de travail avaient tous
qui a un service militaire à faire, des études, voilà. Ils avaient devant eux au moins un an avant de rentrer dans la vie vraiment active. Moi, je venais de gagner un peu d'argent en faisant un scénario. J'ai pris ma chance comme ça. Voilà. Je suis partie directement en bateau jusqu'au Japon, après avoir essayé de trouver un visa pour la Chine, parce qu'en fait, mon but c'était la Chine. En fait, j'ai jamais été, et parce que je n'ai pas obtenu mon visa. Et pourquoi la Chine en premier? Ah, ça, j'en sais rien. Ouais. Non, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on rêve d'un pays. Moi, je rêvais de la Chine depuis que j'avais peut-être, je crois, enfin, paraît-il, 5 ou 6 ans. Donc, je rêvais de la Chine, c'était mon but. Et ça, d'ailleurs, et donc je me suis dit, bon, vous ne voulez pas me donner mon visa ici, je vais au Japon, et puis du Japon, j'arriverai en Chine. Ben non, en fait, je suis pas arrivée en Chine, parce qu'ils ne m'ont toujours pas donné mon visa. C'était en 63, hein, donc voilà. Et donc j'ai tourné, j'étais à Hong Kong, et ils ne m'ont pas donné mon visa non plus. Et au fond, du coup, ben, mon amour, c'est voilà, la Chine ne voulait pas de moi, ben, j'ai plus voulu de la Chine. Et j'ai aimé le Japon et l'Inde. Donc ça a changé probablement. Donc je vais au Japon. Je n'y étudie pas le kabuki. Ce serait un vrai mensonge de dire ça. Comme ça, je découvre le kabuki. Et donc vous voyez un spectacle? Non, je vois des spectacles. Et je vois... et un jour, je rentre, comme ça, je me promenais dans un quartier qui s'appelait Asakusa. Et il y avait encore à l'époque, je rappelle, c'était il y a 50 ans là, vraiment presque, non, vraiment 49 ans. Et donc il y avait des tout petits théâtres, assez méprisés, vulgaires, disait-on, dans lesquels il y avait toutes sortes de mélodrames, probablement même aussi des choses plus osées, des genres de... J'entends tout d'un coup comme ça, dans un tout petit salle, au bord d'un tout petit théâtre, j'entends du tambour comme ça. Et il n'y avait personne à la porte. Et je rentre. Et je tombe dans une salle qui ne devait pas être beaucoup plus grande que celle-ci. Qui ne l'était pas puisque je l'ai revue, moi, cette salle en 2001. Elle existe encore. Elle était, disons, allée jusqu'au mur de là-bas. Voilà. Et sur scène, un acteur. Et des gens qui s'agitent autour de lui. Un acteur qui, à lui tout seul, simplement par la force de son regard, la justesse de son regard, son énergie, sa musique, ses cris, le tambour, ça me joue à moi toute seule, parce que quand je suis rentrée tout d'un coup, il était là pour moi, et uniquement pour moi. Il me joue la grande bataille d'Henri IV de Shakespeare. Je ne comprenais strictement rien. Je voyais qu'il tuait d'un coup de son bâton avec lequel il battait sur son tambour, il tuait des milliers de gens, figurés par 4 petits bonshommes qui rentraient, qui recevaient un grand coup de bâton et qui allaient mourir en coulisses. Et moi, j'étais là devant ce plus grand acteur du monde, tout à coup pour moi. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu dans un théâtre minable, pelé. Le mur était... où j'étais rentrée en plus sans payer, sans que personne m'en empêche. J'étais rentrée et j'avais en face de moi un jeune homme, plus si jeune que ça, probablement d'ailleurs, sur son maquillage, et qui jouait une bataille, la bataille de toutes les batailles. Et je m'en souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire, le trésor, c'est cet acteur-là, dont je ne connais même pas le nom, qui jouait un après-midi dans un tout petit théâtre d'Asakusa, avec un gros tambour comme ça. Et je vous dis 4 compères qui rentraient, se faisaient casser la figure et faisaient ah et partaient et tombaient en coulisses, on entendait la coulisse et ils revenaient en ayant changé un petit bout de costume, un petit machin, et ils se faisaient de nouveau casser la figure et ils repartaient. Et ce type racontait des choses qui m'allaient droit au cœur alors que je n'en comprenais pas un traître mot évidemment. Et je pense qu'au fond, alors que je savais que je voulais faire du théâtre, ça avait été une décision qui avait été prise 2 ou 3 ans auparavant,
Et en fait, voilà, tout d'un coup, j'ai vu le théâtre. Voilà, j'ai vu le théâtre, j'ai vu ce que ça voulait dire. Ça voulait dire faire le monde avec rien. Ça voulait dire ça voulait dire que tout était dans les yeux de l'acteur. Ça voulait dire que tout devait être métaphore. Ça voulait dire que tout devait être transposé. Ça voulait dire que tout devait être poésie. Ça voulait dire que tout devait être rythme. Ça voulait dire que tout devait être musique. Ça voulait dire que je devais arracher le cœur du public, quoi. Parce que ce type m'a arraché le cœur. Enfin, voilà, j'étais... Et donc, je suis sortie de là. Et au fond, alors si vous appelez étudier le kabuki, le regarder de toute son âme, voilà, oui, voilà, j'avais regardé ce moment-là de toute mon âme, et avec ma peau, avec la... Comme je dis parfois aux acteurs du soleil, il y en a 2 ou 3 ici aujourd'hui, je les regardais avec la chair de poing, avec ma peau. Il est rentré en moi par mes yeux, par mes oreilles, par ma peau. Et il ne m'a plus lâché. Voilà. Et en fait, il ne m'a plus lâché jusqu'à l'instant précis où je vous le raconte à nouveau, parce que je l'ai raconté souvent, cette espèce de deuxième coup de foudre. Parce que quand j'ai décidé de faire du théâtre, je me souviens très bien, quand j'ai compris que j'allais faire du théâtre, c'était comme... j'ai eu une émotion qui ressemblait tout à fait à un coup de foudre. Mais et c'était où? C'était quand? Ça, c'était quand je faisais mes études en Angleterre, à Oxford. Parce que je faisais du théâtre amateur, du théâtre universitaire. Mais cet acteur-là, il a confirmé la chose, je dirais. Donc voilà. Alors après, évidemment, j'ai hanté tous les bons et mauvais théâtres de Tokyo, de Kyoto, et à chaque fois, au lieu de bons, sauf que voilà, c'était plus des théâtres mignables, c'était des théâtres somptueux, comme est somptueuse l'exposition qui nous est offerte ici. Et bon, avec voilà, ça, à la fois une science, parce que ce qui est extraordinaire dans le kabuki, il faut bien dire que c'est la science de l'art, de la scénographie, des trucages, des acteurs, des costumes. On voit bien à quel point. Et là aussi, je crois que j'ai compris, j'ai senti, je ne suis pas sûre que je comprenais grand-chose, je crois que je recevais comme ça. C'était comme si les émotions s'imprimaient en moi et je mettais tout dans mon sac en me disant je trierai après, je comprendrai après, je classerai après. Et le costume, je veux dire, c'est pas pour rien que cette exposition est importante, parce que c'est vrai quand même que le costume, c'est la seconde peau d'un acteur, c'est la peau de son personnage. Donc c'est son outil premier, c'est son outil d'apparition, c'est son outil premier. Et je répète, c'est son outil premier. Et là, ça m'a rappelé dans le catalogue que j'ai magnifique que vous avez fait, on rappelle que les acteurs de kabuki faisaient leur costume, étaient responsables de leur costume, bon, aidés par voilà, des mains de fée, mais quand même ils le concevaient. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous avons, nous, gardé ça au fond, hein, au Théâtre du Soleil. Le travail des costumières, il est très important, mais il est quand même fondé sur l'immense travail que chaque comédien et comédienne fait pendant toutes les répétitions pour s'approcher du ou des personnages qu'ils vont jouer par le costume, le maquillage, le costume, les cheveux, comment il marche, quel ventre il a, il est gros, il est maigre, il est petit, il est grand, il est beau, il est laid, enfin bon, bref, comment, voilà. Oui, ça fait partie des symptômes. On s'habille comme on est quand même, un petit peu. Et ben, les personnages aussi. Et en plus, là, bon, vous l'avez tous vu, je suppose, si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir, parce que je l'ai vu malheureusement un peu en coup de vent, mais je vais revenir, mais c'est magnifique, effectivement. Et donc, ça, et cette science, cette quête du public, hein, cette quête
de trouver ce qui fait trembler le cœur du public, ce qui l'emporte, et en même temps ce qui l'éclaire. Donc, bref, du théâtre, je vous laisse pas poser... Non, non, je ne vous inquiétez pas, c'est passionnant, c'est pour ça que je me tais. Et donc, je voyais aussi, je comprends, parce que quand même, avant de partir au Japon, j'étais quand même allée au TNP, j'avais quand même senti ce que certains cherchaient dans le rapport au public, ce que ça voulait dire quand même, lucide, avec Gérard Philippe au TNP, enfin... Hein. Et bien, là, il y avait une pensée du théâtre populaire, et il y avait des choses magnifiques, mais tout d'un coup, quand j'ai lu le Kabuki, il y avait mon trésor, voilà, il y avait notre trésor, c'est-à-dire une espèce comme ça, de théâtre maître dans le sens enseignant, qu'il fallait, je m'en rendais bien compte, qu'il fallait étudier, mais il ne s'agissait pas, c'est pas pour m'excuser que je dis ça, mais il ne s'agissait pas non plus que nous devenions des spécialistes du Kabuki. Ça, c'est de très grands professeurs qui deviennent des spécialistes du Kabuki. Nous, ce que nous devions comprendre, c'était au fond par où passait le Kabuki, par où naissait le Kabuki, qu'est-ce qui mouvait, enfin, comment est-ce qu'on dit mouvoir au passé ou à l'imparfait? Mouver? Hein? Mouver. Non, mouvoir. Non, mouvoir ou à l'imparfait, ça se dit mouver. Hein? Dictionnaire. Ça c'est émouvoir. Voilà, nous ne savons pas comment elle a parlé. Olivier, dictionnaire. Voilà. Mais ouais, se mouver. Donc qu'est-ce qui bougeait le Kabuki? D'où venait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Mais comment vous expliquez effectivement que l'influence du Kabuki ne se ressent pas tout de suite dans vos réalisations, par exemple? Vous dites qu'il a fallu quand même les Shakespeare, parce qu'il voilà. fallait l'épopée, il fallait le théâtre épique. Voilà. Donc vous mettez 18 ans, effectivement. 18 ans. Si, quand même, de 64 à c'était quand les Shakespeare? Non? Non, mais est-ce que ça soit... Oui, vous avez peut-être pas tort. Est-ce que ça soit visible? À ce que ça soit visible, vous avez raison. D'ailleurs, peut-être un peu... Ben oui, en 81, vous commencez les Shakespeare. Oui. Non, mais bon, voilà. Ben, je viens de me rendre compte qu'on a mis 18 ans. Ça a eu le temps d'être digéré, justement. Est-ce qu'il a été facile de partager avec les acteurs cette nouvelle méthode de travail, quand même? Parce que... Non. La méthode, si vous voulez, je crois qu'elle était là très vite. Très vite, de cette espèce de façon collective de travailler, cette façon de cette espèce de dialogue, de jeu entre moi, en l'occurrence le metteur en scène, les comédiens, c'est-à-dire je te donne une image, tu m'en donnes une, oui, elle est encore oui, alors à ce moment-là, je t'en rends une autre. Ça, c'est venu très vite quand même, et ça s'est affiné, on a progressé, comme on dit. Mais moi, je pense que les comédiens, quand je leur ai proposé 3 Shakespeare, parce qu'on devait même en faire plus, qui étaient donc Richard II, La Nuit des Rois et Henri IV, je pense que ça a été comme ça a flambé tout de suite. Il n'y a pas eu, parce qu'eux aussi, ils ont comme ça, comment vous dire, c'est une aventure, c'est une aventure. On dit, bon voilà, je voudrais travailler sur Richard II, mais au fond, je voudrais qu'on ait comme outil le kabuki, et peut-être même, ce serait presque plus honnête de dire, un kabuki imaginaire. Parce que, évidemment, nous n'allions pas devenir une famille, une dynastie. Voilà, une dynastie de kabuki. Ça, c'est... Voilà, nous allions faire quoi? Nous allions essayer de comprendre, comme des enfants, qu'est-ce qui nous enthousiasmait dans cette quête à la fois de la beauté qu'est le kabuki, parce que quand on voit l'exposition, on se rend compte jusqu'où il pousse la quête de la beauté à tout point de vue et du théâtre. Et voilà, donc ça donnait aux comédiens un outil de jeu, un objectif pour sortir
soit du psychologique, soit du pseudo-réalisme, soit du... vous savez, comme ça, je vous donne un exemple, dans Henri IV, à l'auberge, quand ça n'allait pas, hein, quand c'était pas bon la répétition, je leur dis, oh là là, oh là là, je vois les jambons pendus aux poutres, aux fausses poutres, hein, voilà, de l'auberge, vous voyez, donc voilà, c'est au fond, travailler à Shakespeare en passant par le Japon, parce que c'était aussi passé pas seulement par le kabuki, c'était tout simplement passé par un autre pays, éloigner la chose, prendre une distance quand même. Et aussi épurer les choses. Et vous savez, je vous ai entendu dire qu'effectivement le théâtre c'est l'enfance permanente. Est-ce que l'esprit de l'enfance est plus fort quand on joue du kabuki que quand on joue un théâtre occidental? À la manière de... Est-ce qu'on sent... Non, je dirais pas jusque-là. Je crois qu'il y a de l'esprit de l'enfance quand on joue. Pas quand on... Voilà, c'est ça, c'est quand on joue. Quand on joue tout simplement. Et quand on joue, ça veut dire qu'on a pris une distance. Ça veut dire qu'on est un peu ailleurs. On ne fait pas comme dans la vie quand on joue. On fait comme dans une vie supérieure. Pour moi, il n'y a pas d'art. Et vous avez également dit que l'Orient possède l'art de l'acteur. Moi, j'ai pas dit ça. Non, c'est l'Occident, l'art de la dramaturgie. Oui. Ah oui, ça c'est ça. Non, ça oui. Ça c'est vous. Non, c'est Artaud a dit. En fait, il a dit l'art est asiatique, le théâtre est asiatique. Voilà, il est assez radical. Il dit le théâtre est asiatique. Et je crois qu'il veut dire un peu ce dont nous sommes en train de parler. Et puis bon, moi un jour, parce que autant il n'y a pas eu de résistance chez les acteurs du Soleil pour travailler comme ça, autant il faut bien dire, on a eu des résistances autour, hein, des gens qui ne comprenaient pas pourquoi, tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai tenté d'expliquer pourquoi c'était un trésor pour nous, et je dis bon, mais l'Asie a l'art de l'acteur. C'est pas qu'il n'y a pas d'acteur en Occident, c'est pas du tout ça, mais l'Asie est une sorte d'immense conservatoire, j'allais dire, des arts de l'acteur. Et que par contre, probablement, l'Occident a l'art de la dramaturgie. Parce que il intellectualise beaucoup. Non, c'est pas ce que je veux dire. Si vous voulez, la dramaturgie, c'est les pièces. Bon, il y a plus. Voilà, il y a Shakespeare, il y a les Grecs, et alors qu'en Inde, il faut bien dire que c'est toujours 3, 4 les mêmes œuvres qui sont jouées. Et qu'est-ce qui en fait la richesse? L'œuvre elle-même, bien sûr, mais les acteurs. Donc, et bon, au Japon, il y a une dramaturgie quand même, parce qu'il y a des gens comme Chikamatsu, etc. Mais voilà, donc c'est pas. Et est-ce que vous avez emmené vos acteurs pour des stages au Japon? Alors, quand nous avons travaillé, non, pas pour les Shakespeare, on n'avait pas assez d'argent d'ailleurs, non. Et je pense que peut-être d'ailleurs, même si on avait eu, je ne suis pas sûre que je pense que je suis pas sûre que je les aurais. Vous voyez, j'avais pas envie qu'on imite, j'avais envie qu'on le retrouve. C'est pas pareil. Par contre, quand on a préparé Tambour sur la ligne, qui était une pièce à la manière de marionnettes, alors là, effectivement, le Théâtre du Soleil a quand même réussi à donner à chacun des comédiens et comédiennes un billet d'avion, enfin, de quoi avoir leur billet d'avion, pour aller en Asie dans les grands pays de marionnettes. Et ils l'ont fait. Et donc vous les envoyez, ils partent, ils font ce qu'ils veulent, ils regardent, et puis ils reviennent, et puis on retravaille ensemble. Et ils reviennent et ils sont bien plus riches. Alors il y a beaucoup de fantasmes autour des comédiens qui travaillent avec vous. D'où viennent-ils? Comment les recrutez-vous? Est-ce que vous vivez en communauté? Bon, vous nous avez dit qu'il n'y a pas de dynastie d'acteurs du Soleil, hein, comme il y a des dynasties d'acteurs de Kabuki. Ce sont unir des gens d'horizons différents, parce que j'imagine qu'il y a des gens de différentes nationalités. Est-ce que c'est une richesse ou une source de complications sans fin? Ah non, pas du tout. Ça a toujours été comme ça, enfin très vite été comme ça au Théâtre du Soleil, sans que je l'ai décidé. Il y a eu très vite des gens de partout.
Comment ça se passe, le recrutement? Ils viennent de voir, vous organisez des stages? Oui, enfin, disons, moi je dis toujours que je ne recrute pas. D'accord. Parce que, non, depuis quelque temps, enfin, assez vite, on n'a plus recruté. Les gens viennent et manifestent leur désir d'être avec nous. Pour ce faire, il y a des stages de temps en temps, oui. Il y a beaucoup de rencontres qui se font à travers ces stages. Et ce sont des stages gratuits où les gens viennent, où ils sont très nombreux, et il y a quelques rencontres qui se passent à chacun de ces stages. Oui, ça c'est comme ça. Mais ce n'est pas le fait qu'ils viennent de 22, mais parfois 20, en ce moment il y a 22 nationalités, je crois, ou 23 nationalités. Il y a eu parfois jusqu'à 30 nationalités au Théâtre du Soleil. Il y a une règle, c'est qu'on parle français. Et donc on a un très bon instrument de, comment dire, d'intégration, hein. C'est la langue. L'art. Ils viennent, ce sont tous quand même d'abord des gens qui sont venus en France par envie, par respect pour la culture française. Vous savez, bon, il n'est plus avec nous maintenant, mais il y avait un Kurde qui était parti d'Irak un peu à cause de la guerre, mais beaucoup parce qu'il voulait étudier Rimbaud. On oublie ça. On oublie ça. Souvent, que les gens viennent en France parce qu'ils aiment la France, ils aiment ce que la France a été et j'espère redeviendra. Donc, il y a ça, donc il y a les gens qui viennent parce qu'ils attendent quelque chose de la France, ils viennent parce qu'ils aiment le théâtre. Et bon, voilà, donc il y a une obligation, c'est de finir par parler français. On parle français au Théâtre du Soleil, même entre deux hispanisants, ils se parlent français. Ça, c'est très important. Puis après, il y a l'amour du théâtre. Donc, les complications, et Dieu sait s'il y en a, ne viennent pas de la diversité des nationalités. Ils viennent de la diversité des êtres humains. C'est les humains qui sont compliqués, c'est pas les étrangers. C'est les humains. Alors, on a vu que les acteurs du kabuki jouent très longtemps, très âgés. Il y a certains même, je ne dirais pas qu'ils meurent sur scène, mais oui, presque. Est-ce qu'il y a effectivement tous les âges au Théâtre du Soleil? Eh bien oui, voilà. Oui, ça s'est fait petit à petit. Parce qu'au début, on était tous jeunes. Et mon inquiétude, c'était, mais alors, on va peut-être être tous vieux. Ben non, voilà. Non, c'est très, très, justement, c'est formidable. Parce que bon, moi, je suis la plus âgée. Je suis la plus âgée. Enfin, je suis la plus âgée. La doyenne? Je suis la plus âgée. J'aime pas le mot de doyenne, mais je suis la plus âgée. Donc, j'ai 73 ans. Et je crois que le Benjamin, c'est Sébastien. C'est Sébastien encore, ou il y a Sébastien qui a 20 ans? Il est arrivé chez nous à 21. Il a 21, là. 21, mais il est arrivé, il avait 19 ans. Oui, 19, voilà. Donc, et il y a tous les âges, mais vraiment, tous les âges. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Et vous ne vivez pas tous ensemble? Non, madame, on ne vit pas tous en savoir. Non, mais bon, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, quand même. Hein. Mais je suppose que la longévité du Théâtre du Soleil tient quand même au fait qu'on n'a pas fait ce qu'on croyait qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'on est né en 64, donc c'était tout à fait l'époque de... Voilà, et donc nous, bon, je raconte ça, mais ça me fait toujours rire, on a vraiment sérieusement pensé pendant un an et demi, que nous allions financer notre théâtre en élevant des moutons en Ardèche. Et pour tout vous dire, celui qui devait être le berger avait déjà été désigné et il était prêt à se sacrifier à faire ses 2 ans d'études à l'école de berger de Fontainebleau. Et je ne sais pas quel grain de sagesse à un moment donné m'a frappé et je me suis dit, les moutons, pour financer un théâtre, peut-être pas exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Et on a dit, bon, on va réfléchir. Alors, comme on a vu que le kabuki n'est pas uniquement un théâtre esthétique, ce sont des codes sociaux. Non, ce n'est pas un théâtre esthétique, c'est vrai. Mais Dieu que c'est quand même esthétique, c'est-à-dire Dieu que c'est beau, hein, Dieu que ça... Combien ça nous dit à chaque instant l'importance
morale de la beauté quand même. Je crois que s'il y a quelque chose, d'ailleurs tout le Japon fait ça, c'est pas que le théâtre au Japon. Le Japon, la culture japonaise nous rappelle ça, à quel point la beauté, même dans chaque objet quotidien, dans chaque geste, dans chaque tenue, comportement, même si on peut discuter comme je vous disais tout à l'heure, du carcan que ça signifie, mais à quel point quand même la beauté fait partie des valeurs. Et c'est étrange parce qu'il y a une étudiante qui, il y a quelques jours, est venue me parler, une étudiante franco-allemande, et qui m'a apporté un livre qui m'a parlé d'un livre que je ne connaissais pas, qui sont les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller. Et c'est un livre pas simple, donc je mets un peu de temps à le lire, mais je trouve ça absolument passionnant, et ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, lui, il dit que la beauté fait partie des nécessités humaines, voilà, que beauté rime avec quête, que quête de la beauté rime aussi avec quête de la bonté. Et les théâtres comme le Kabuki, enfin, voilà, c'est vrai. Hein. Donc c'est pas seulement comme ça, mais c'est important, hein, la beauté. Est-ce que vous avez cherché, je sais pas, à appliquer les règles, les structures sociales, les règles d'apprentissage du Kabuki au théâtre du Soleil? Non, parce que les règles sociales du Kabuki ne sont pas du tout les nôtres. C'est extrêmement hiérarchisé. Non, voilà, bien sûr que non. C'est en ça d'ailleurs que notre Kabuki, je dirais, reste d'abord très humble et imaginaire, hein, parce que et d'ailleurs probablement que certaines familles de Kabuki cherchent elles aussi maintenant à comprendre comment elles peuvent continuer à pratiquer leur art et en changer sans perdre, hein, ou en tout cas en perdant le moins possible.